Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs de qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par David Mberakouma, le Minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues. L'émission Atmosphère voudrait briser le silence des laquais. Ces marquis dissimulés dans l'immense majorité des concitoyens qui supportent la manipulation des hommes politiques. Le sujet qui défait la chronique fait suite à cette interpellation de notre sœur Ngouadeloc, quelque chose comme ça, et qui est une communicatrice assez astucieuse, intelligente, du côté justement de la France, qui nous donnait une information capitale, à savoir qu'Ali Bongo Ndeba aurait porté plainte contre Brice Cotter Oligui Nguema et elle nous a fait étalage d'un certain nombre de charges accusatoires à l'endroit du chef d'État. La première charge reposait sur une espèce de séquestration. La séquestration. Je voudrais rappeler aux uns aux autres le contexte de la prise de pouvoir de Brice Cotter Oligui Nguema. Ali Bongo Ndeba, qui avait été élu pour un mandat de 1 an renouvelable une fois 14 ans, par des mécanismes peu orthodoxes de Marie-Madeleine Mourancho, présidente de la Cour constitutionnelle à vie, aujourd'hui présidente honoraire, a tout fait malgré que Ali Bongo Ndeba soit frappé d'un accident cardiovasculaire aigu avec un état sanitaire de plus désenchantant. Marie-Madeleine Mourancho n'avait pas trouvé mieux avec plusieurs autres membres de la gouvernance comateuse, eschatologique et apocalyptique d'Ali Bongo Ndeba de changer la constitution, mettre ce qu'on a qualifié de triumvirat. Une déclaration de vacances provisoires qui devait être déclenchée par leur propre mécanisme. Ensuite, de la déclaration provisoire qui doit être constatée jusqu'à vacances de pouvoir définitive, avec la mise d'un cheval de Troie chargé justement de gérer la période transitoire. Malheureusement, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aller plus loin en laissant Ali Bongo Ndeba la possibilité de briguer un troisième mandat. Ils vont arriver à contrefaire justement l'examen sanitaire d'Ali Bongo Ndeba en le déclarant apte à toute compétition à l'élection présidentielle. Et je ne cessais de le rappeler que le troisième mandat d'Ali Bongo Ndeba était un mandat à risque et que c'était le mandat de la mort parce que son jeune frère Steve Dioko, gestionnaire du Parti démocratique gabonais, n'était pas à la hauteur de la gestion de cette formation politique, encore mieux la gestion de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, et que nous courons droit vers une catastrophe électorale. Et comme les prévisions de David Mberakouma ne sont jamais prises au sérieux, et comme j'ai toujours raison d'avoir très tôt raison, au mépris de toutes ces personnes, ces courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, eh bien, malheureusement pour eux, eh bien, Ali Bongo Ndeba a été victime d'une débâcle électorale. Battu par une coalition hétéroclite et disparate, d'une certaine opposition marchandise, une opposition maquilleuse comparable à des garces prostituées dévergondées aux odeurs d'une boniche en putréfaction de la baie de Couchon, ces femmes aux mœurs dépravées. Et l'opposition va s'en tirer à bon compte en cherchant justement leur perle rare, c'est-à-dire le professeur émérite, brillantissime économiste gabonais, Ondo Oussa. Ondo Oussa aujourd'hui, qui après avoir gagné l'élection, se retrouve isolé de la scène politique économique. C'est quand même incroyable. Les hommes politiques sont des véritables bouffons, des véritables escrocs, des véritables manipulateurs. Et celui-là qui a gagné l'élection va être victime d'un hold-up à travers une espèce de coup de liberté, que tout le monde a vite compris que c'était une révolution de palais, comme le disait lui-même le professeur Ondo Oussa.
on va voir apparaître dans la scène deux personnalités centrales. Hervé Patrick Opianga et Brice Cotter Oligui Nguema. Et Hervé Patrick Opianga, lors de sa supposée fuite à l'extérieur du pays, et d'ailleurs nous apprenons qu'il est sorti du pays pour des raisons de santé d'après son ex-campagne, Hervé Patrick Opianga va être au demeurant un facilitateur. Et c'est pourquoi il appelait à la vigilance et retenue prudente de toutes les personnes qu'il avait côtoyées. Ma tante Paulette Bessambo, le maître de caractère Chitokan Ndonsima, le frappeur, la vache qui rit, Baro Chambrier et les autres. Il a appelé justement au maintien d'un certain nombre de déséquilibres parce que toutes ces personnes auraient participé de près ou de loin à cette révolution des palais. Et Brice Cotter Oligui Nguema va arriver à la tête du pays par des voies antidémocratiques. Il parlera de coup de liberté, c'est selon, mais un coup de liberté qui s'est passé sans effusion de sang, dans la mesure où le peuple était à la recherche d'une espèce d'euphorie en pouvant se balancer de la famille Bongo PDG. Et dès lors qu'il y avait une autre tête à la figure du pays, eh bien, le peuple s'est réjoui de cela. On a mis en place des instruments de la transition avec toute la législation et qui faisait corps. Et jusqu'à ce que nous arrivons à des élections anticipées où le chef de l'État, Brice Cotter Oligui Nguema, va s'en tirer à bon compte avec un score russe de 94%, justement, pour une victoire très éclatante. Ali Bongo Ondimba va être protégé par Brice Cotter Oligui Nguema. Ali Bongo Ondimba ne sera d'ailleurs pas poursuivi, puisque la constitution antérieure avait déjà protégé, cadenassé toute possibilité de poursuite judiciaire d'Ali Bongo Ondimba. Brice Cotter Oligui Nguema, sachant bien qu'il n'est pas venu régler les comptes aux membres de l'ancien gouvernement, va préserver les intérêts des nantis, les intérêts des bourgeois, des plutocrates, aristocrates émergents. Et c'est pourquoi nous n'avons vu aucun membre du gouvernement déchu d'Ali Bongo Ondimba être inquiété par qui que ce soit. De la vice-présidence en passant par tous les compartiments de la structure gouvernementale, tout le cortège gouvernemental d'Ali Bongo Ondimba va être protégé par Brice Cotter Oligui Nguema, avec une caractéristique, l'emprisonnement de son épouse Sylvia Bongo Valentin, qui n'occupait d'ailleurs aucun poste de responsabilité dans le pouvoir exécutif. Son fils Nourdine Bongo Valentin, et qui autrefois coordinateur général des affaires présidentielles, mais lors de sa capture, n'occupait aucun poste de responsabilité au sein de la structure du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. Et on va prendre encore un autre menu fretin, un certain Massassa, avec cet autre compatriote zélé que vous avez connu très bien, impoli, arrogant, suffisant, c'est-à-dire votre frère Mboura Djambi Syriac. Et ce sont ces quatre personnalités politiques avec Yann Ngoulou, ce sulfureux personnage aux allures d'un véritable mercantiliste épicurien qui a fait voir des murs et des pas murs à l'ensemble des populations gabonaises. Yann Ngoulou, qui était justement celui-là qui faisait défaire les princes, les monarques et les rois. Et il était devenu le véritable roi télé au sommet de l'État. Et ce sont ces 4 ou 5 personnes qui vont être accusées de tous les péchés de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Et on apprendra quelques années après la prise de pouvoir de Brice Cotter Oligui Nguema que Sylvia Bongo Ondimba et son fils seraient sortis de la prison pour des questions sanitaires et que ces derniers seraient en résidence surveillée.
C'est une communication de la presse présidentielle de l'Angola qui va nous sortir l'entourloupe, cette supercherie judiciaire, en montrant que l'épouse d'Ali Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba étaient sortis du territoire gabonais, certainement à bord d'un Falcon présidentiel de l'Angola. Et c'est tout le système judiciaire de notre pays qui va tomber en émoi. La presse présidentielle kunabéliste, avec l'Union, le journal officiel, ce torchon, ce brûlis, va une fois de plus récuser les informations qui vont être données par l'activiste Bob Ngol Matiki, 212 candidats à la mort. Malheureusement, leur espièglerie sera de courte durée dès lors que nous allons apercevoir Ali Bongo Ondimba à l'opéron de l'aéroport de l'Angola, international Angola, en train de saluer justement les autorités angolaises et la messe sera dite. Et nous allons revoir quelques jours après, le procureur de je ne sais quelle cour, certainement la cour de cassation ou une autre juridiction d'exception, chargée de la répression des crimes économiques et financiers, à travers un jargon judiciaire de plus lacunaire, va venir nous raconter des espiègleries judiciaires et en voulant nous faire croire que Sylvia Bongo et Nourdine auraient bénéficié d'une liberté provisoire, certainement sous caution ou autre, ou bien d'un accord préalable qui leur aurait permis de sortir du territoire national, et ces derniers se retrouvent actuellement du côté de l'Angola. Malheureusement, les arguments du procureur de la République ne vont convaincre personne. Je dis bien, les arguments du procureur de la République ne pourront convaincre personne parce que pour nous qui avons quand même fait un passage en faculté de droit des sciences économiques de l'université Omar Bongo Ondimba, pour nous qui avons quand même un minimum en droit objectif, eh bien, les raisons évoquées par le procureur de la République n'avaient aucune consistance juridique, mais c'était plutôt une espèce de manipulation judiciaire au sommet de l'État. Et on avait très vite compris qu'Ali Bongo Ondimba s'était fait exfiltrer grâce à des accords préalables dans des salons feutrés et calfeutrés de notre République, mais également auprès de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Et c'est d'ailleurs à raison que le chef d'État appelait à la rescousse ses amis anglais. Ses amis anglais. Et c'est pourquoi vous avez cette célèbre chanson de McNoise. C'est appelé le secours d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba se trouvait bel et bien en Angola avant de transiter sur la France où nous apprenons qu'il aurait porté plainte contre les autorités politiques de notre pays, en tête lesquelles Brice-Clotaire Oligui Nguema. Mais je voudrais rappeler également les uns et les autres, je ne sais pas de quoi la France peut se prévaloir d'être souvent le juge de nos chefs d'État. C'est avec quelle juridiction de droit la France serait-elle justement à mesure de juger les chefs d'État africains? Qui lui donne toutes ces prérogatives de puissance juridique de pouvoir juger des chefs d'État? Et certains d'ailleurs en fonction. La procédure qui est intentée par Ali Bongo Ondimba est une procédure bancale. Et d'ailleurs, ce sont les autorités françaises qui arrivent à manipuler l'opinion, à faire du chantage comme d'habitude pour pouvoir, une fois de plus, faire main basse sur nos matières premières. Et ces autorités négrières, esclavagistes, ont toujours agi ainsi. Il vous souviendra lorsque Omar Bongo Ondimba était malade, en voulant se soigner, les gens l'auraient recommandé d'aller en France. Omar Bongo Ondimba va refuser d'aller en France, mais préférant aller en Espagne. Parce que la France était déjà en train de préparer l'opinion en ternissant l'image d'Omar Bongo Ondimba à travers les biens mal acquis. Et ce phénomène-là est resté latent jusqu'aujourd'hui. Donc, apprendre que le tribunal de France, je ne sais pas quelle est cette juridiction d'exception, et qui a pu laisser Ali Bongo Ondimba porter plainte à un chef d'État élu, un chef d'État en fonction, alors qu'il y a le principe justement de la souveraineté des États, eh bien, c'est une procédure quand même assez bancale. Une procédure bancale parce qu'un chef d'État en fonction jouit d'un certain nombre d'immunités. Brice-Clotaire Oligui Nguema jouit de l'immunité pénale et l'immunité juridictionnelle.
il ne peut pas être poursuivi par un quelconque tribunal que ce soit. Et cette jurisprudence, vous pourriez la retrouver à travers l'ancien président du Congo, que vous entendez bien, le fils de Joseph Kabila, qui est actuellement aux prises à un certain nombre de devoirs politiques dans son pays, où un des ministres d'État, un ministre téméraire de la justice, lui-même également qui voudrait nettoyer au Karcher et tous les criminels économiques et financiers de son pays, aurait intenté une action judiciaire à l'égard de l'ancien président pour le déchoir justement de ses immunités de sénateur à vie. Donc, Brice Oligui Nguema, en sa qualité de président de la République fraîchement élu, plébiscité par le peuple, ne peut pas être poursuivi. Au même titre qu'Ali Bongo Ondimba, dont Brice Oligui Nguema a respecté le statut juridique d'Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef d'État. Brice Oligui Nguema ne l'a pas incarcéré, n'a pas intenté des actions judiciaires à son égard. Il a plutôt protégé Ali Bongo Ondimba. Donc, ce qu'Ali Bongo Ondimba qualifie de séquestration est une preuve de mauvaise foi. Parce que Brice Oligui Nguema n'a jamais séquestré Ali Bongo Ondimba, mais bien au contraire, il a protégé Ali Bongo Ondimba. Protégé dans son corps physique, protégé également ce fonds. Dès lors qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas fait l'objet justement d'une récrimination, d'une action judiciaire pour détournement des fonds publics par bande organisée, pour concussion, pour corruption et autres. Et ce n'est pas les charges accusatoires qui auraient manqué à Ali Bongo Ondimba si c'était Ondosa ou quelqu'un d'autre qui avait pris le pouvoir. Mais Brice Oligui Nguema, par humanité, par générosité ou par solidarité justement de la famille, Brice Oligui Nguema qui a protégé Ali Bongo Ondimba depuis son enfance. Lorsque ce dernier occupait des postes de responsabilité pendant que Brice Oligui Nguema était aux côtés de son père Omar Bongo Ondimba en qualité d'agent de sécurité. Donc Brice Oligui Nguema a toujours protégé les intérêts de la famille Bongo et du clan Bongo. Et il n'a fait que cela. Et aujourd'hui, c'est cette protection justement de cette famille et qui fait défaut pour Brice Oligui Nguema. Il arrive aujourd'hui à être vilipendé, à être justement marginalisé, rejeté par les populations parce que les populations auraient voulu voir Ali Bongo Ondimba en procès auprès de nos tribunaux compétents chargés de les juger avec toute sa bande de membres d'anciens gouvernements qui ont plombé l'économie de notre pays, qui ont détruit la cohésion nationale, qui ont détruit l'unité de notre patrie, qui ont détruit les fondements de notre humanité, dégradé les indicateurs macroéconomiques, détruit la croissance économique, le pouvoir d'achat, l'espérance de vie des Gabonais. Ce sont eux qui ont entraîné le pays vers une espèce de paupérisation, une pauvreté abjecte et sauvage. Et voilà comment Brice Oligui Nguema est récompensé aujourd'hui pour avoir tenté de protéger Ali Bongo Ondimba de la véritable révolution populaire qui aurait certainement envoyé Ali Bongo Ondimba de l'autre côté de la colline. De l'autre côté de la colline. Mais qu'à cela, qu'à Dieu ne plaise, de toutes les façons, cette procédure bancale n'ira nulle part. Brice Oligui Nguema jouit des immunités qui sont statutaires de par sa fonction de président de la République chef d'État. Mais ce n'est pas le cas pour les collaborateurs de Brice Oligui Nguema, qui étaient certainement amnistiés au Gabon, mais qui ne bénéficieront jamais de cette amnistie sur le plan international. Et d'après les informations que j'ai, d'une dépêche de Radio Moscou de Bob Mengom, lui, à partir de ces informations, eh bien, le clan de Brice Oligui Nguema, et particulièrement ceux-là qui ont participé à la traque de Nourdine Bongo Valentin, sa mère et autres, certains qui auraient participé justement aux opérations de séquestration, aux opérations justement de traitement inhumain ou dégradant, qui sont d'ailleurs strictement interdits de part de notre droit fondamental, mais également du droit comparé, le droit international, les déclarations universelles des droits des citoyens, qui stipulent que tous les traitements inhumains ou dégradants sont strictement interdits. Ben, ceux-là certainement pourront répondre de leurs accusations dans un avenir proche. Et d'après ce que j'ai appris, les mandats d'arrêt internationaux pourront être décernés à cet effet et des biens de ces personnes confisqués. Puisque ces gens ont des biens partout, en France, aux États-Unis et ailleurs. Parce que ce sont des nantis, ce sont des budgétivores du pouvoir et ils n'ont pas les mêmes problèmes que David Mbelakoma.
le problème de logement, le problème d'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Donc, dans tous les cas, dites à ceux-là qui ont participé à cette opération macabre qu'ils auront toutes les peines et difficultés du côté de la France. Parce que cette plainte qui n'aurait pas dû être recevable a malheureusement été recevable et Ali Bongo Ondimba a été entendu dans un tribunal. Quand bien même c'est un vice de procédure parce qu'Ali Bongo Ondimba en réalité ne devrait pas mettre pied dans des tribunaux. Donc nous attendons voir. Mais je voudrais rappeler aux uns aux autres les pseudo-soutiens de Brice Koté Oligui Nguema, ces courtisans intrigants sans base législative, sans base judiciaire, sans papier, Bobby Sangoubibin, et qui aujourd'hui arrivent à se taire. Leur bouche est remplie de gravier alors que ces gens-là occupent des postes de responsabilité, mais ils ne sont pas capables de venir défendre leurs bienfaiteurs. Et d'ailleurs, le chef de l'État le disait lors de son discours historique à Tchibanga, il disait qu'il ne comprenait pas la passie, la morosité de tous ces soutiens qui n'arrivent pas justement à mettre en place des politiques de riposte. Des politiques de riposte graduée, des politiques d'endiguement, des politiques de contentement, lorsque lui, il était victime de toutes les récriminations de son adversaire politique, Alain Claude Bébinzi. Et c'est le même scénario qui se poursuit aujourd'hui. Tous les soutiens du chef de l'État qui ont bénéficié de ses faveurs grâce à travers des nominations, des titres honorifiques contrefaits, sans véritable expertise ou professionnalisme, ces bouffes cadeaux aujourd'hui ont la bouche fermée parce qu'ils n'ont pas d'argument. Là, il s'agit des questions de droit. Eh bien, leur bouffon de nazi n'est pas là pour pouvoir défendre le chef de l'État. Encore moins d'autres déscolarisés, analphabétisés, ces pachidèmes politiques qui n'ont rien, qui n'ont pas les papiers, eh bien, tous ont disparu. Et c'est bien dommage et regrettable. Mais dans tous les cas, Brice Koté Oligui Nguema peut dormir en paix. C'est un acte de chantage et honteux de la France métropolitaine, cette France négrière et esclavagiste qui va tout faire pour pouvoir anéantir la vision du chef de l'État qui serait celle de ne pas arriver à une comment dire, à une exportation du manganèse brut de notre pays auprès de la communauté internationale. Et ceux-là qui ont annoncé cette mesure phare, qu'en 2029, eh bien, le Gabon ne va plus vendre le manganèse brut auprès des organismes internationaux. Et c'est cela qui fâche justement la France. Et c'est pourquoi je disais à un collaborateur du chef de l'État qu'il faut avoir la retenue prudente dans vos prises de décision. Nous sommes en 2025, que vous rêvassez déjà, que vous êtes déjà en 2029 dans un projet économiste futuriste. On dirait des gens qui vivent dans les nuages, dans la lune. Et il est de même. Nous sommes en 2025, ils ont déjà imaginé un scénario d'un boulevard triomphal avec une Seine qui traverserait plus de 33 quartiers ou que sais-je, et pour justifier les casses dans le Grand Libreville, pour justifier justement la récupération du domaine communal et par l'État, oubliant qu'il y a des Gabonais qui sont là. Et ces Gabonais sont des électeurs. Ces Gabonais sont des compatriotes qui soient capables d'adhérer à la formation politique de Brice Koté Oligui Nguema. Mais cela ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est leur projet de développement futuriste. Avec 2 tours de près de 29 étages, que sais-je, avec des bâtiments administratifs flambés neufs, où on verrait un Libreville totalement urbanisé, avec les Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe et autres, avec certainement la colombe de la paix qui va graviter notre espace céleste. Mais tout ça, c'est de la supercherie. C'est une manipulation honteuse et qui n'honore pas le brillant personnage qui est Brice Koté Oligui Nguema, qui était venu avec des idées bien conçues, qui était venu avec les nobles ambitions, justement, de restauration de nos institutions, mais également de la dignité du peuple souverain. Cette dignité qui est aujourd'hui bafouée par un certain nombre de sexagénaires ménopausés politiques sans base électorale, qui se sont retrouvés comme ça, hissés à des plus prestigieuses fonctions de l'État, alors qu'il y a un passé relativement récent, ces gens étaient en fuite, ils étaient en cavale, parce que le peuple les avait rejetés, connaissant leur moralité douteuse, connaissant justement leur incapacité notoire de pouvoir mettre en place des mécanismes de relance de la croissance économique par des politiques keynésiennes, la politique des grands travaux qui a été initiée par John Maynard Keynes lors de la période de reconstruction de l'espace mondial. La relance de la croissance économique par des politiques budgétaires. La budgétisation par objectif de programme.
la rationalisation des compétences, la rationalisation des ressources humaines, techniques et financières, la réduction progressive du train de vie de l'État et le désengagement de l'État de l'activité productive à travers des privatisations qui doivent entraîner le pays vers un véritable processus d'amorce d'une vision clairvoyante du développement de notre pays. Ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Pire encore, amener le pays vers un désendettement structurel, un désendettement financier qui devrait nous permettre justement d'avoir des ressources subsidiaires pour pouvoir financer la croissance et le développement. Mais non. Et là, j'apprends qu'ils sont encore allés prêter 1600 milliards pour refinancer, que sais-je, la croissance dans des industries attractives ou minières ou autres, que sais-je. Pauvre Brice Oligui également est entouré de véritables escrocs, des véritables macros, des véritables mécréants politiques, des gens qui n'ont pas un peu d'amour pour leur patrie. Parce que un pays qui s'endette de manière infinie, qui ne tente pas justement de payer sa dette, eh bien, ne s'enrichira jamais. Et la dette n'est pas la seule solution pour pouvoir relancer les activités productives de notre pays. Il est possible d'arriver à un désendettement rapide à travers la réduction du train de vie de l'État. Mais ce n'est pas leur cas. Nous sommes partis d'un président de la République, un vice-président avec 3 présidents. Un vice-président de la République, un vice-président du gouvernement, avec les multiples ministres d'État. Et puis c'est encore une augmentation de notre chambre bicamérale où nous sommes quittés de 120 députés à 145 députés et 70 sénateurs. Voilà comment le Gabon fonctionne. C'est qu'au lieu de lutter contre les déséquilibres financiers, les déséquilibres justement liés à un manque d'organisation, de structuration de notre économie, eux, ils créent des dépenses supplémentaires et des dépenses pour servir leur alibi, servir leur train de vie dispendieux. Et pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. Mais eux, ils s'octroient des véhicules de luxe. Allez à l'Assemblée nationale. Lorsque vous voyez le parc automobile des membres du bureau de l'Assemblée nationale, vous tombez de nuit. Ce sont des véhicules qui peuvent financer justement un centre, un petit dispensaire. Des véhicules qui peuvent financer une école de formation. Des véhicules qui peuvent reconstruire également notre hôpital sanitaire de Mélène pour pouvoir aider ces névrosés psychotiques comme David Blakoma vers des soins de santé prioritaires pour qu'eux également puissent bénéficier de la croissance économique de notre pays. Avec tout cet argent gaspillé ici et là, il était possible de relancer la construction des universités délocalisées dans nos grandes villes, dans nos métropoles. Mais cela leur importe peu parce que l'éducation est le dernier de leurs soucis. Et vous voyez bien même dans la loi des finances, vous allez voir que le ministère de l'Éducation n'a pas grand-chose pour pouvoir financer un certain nombre d'activités à caractère instructif, à caractère pédagogique. Mais bref, c'est la vision qu'ils ont du développement. Un développement sans investissement, un développement sans progrès technique, un développement sans progrès technologique, un développement sans le développement de compétences, un développement sans l'accès à des minimums sociaux, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation. Et vous les voyez vivre comme ça, dans un monde superficiel, à travers des illusions fantasmagoriques où ils arrivent à projeter le Gabon en 2029. 4 années après. Et nous sommes en 2025, il n'y a rien qui se passe. Nous sommes en train de sombrer dans une espèce d'agonie progressive, une atomie qui va nous traîner certainement progressivement vers une euthanasie de l'État, ce que j'ai qualifié de désinstitutionnalisation de l'État. Et là, nous arrivons de plein pied dans ce que j'appelle toujours l'absolutisme du pouvoir, le totalitarisme, avec une personnalisation et personnification de l'État par cette oligarchie parasitaire, et cette oligarchie des incapables, et cette oligarchie qui ne peut susciter aucun intérêt pour des électeurs avisés que nous sommes, cette oligarchie, cette gérontocratie, cette bourgeoisie qui ne peut pas faire rêver David Beakouma, qui ne peut même pas faire espérer David Beakouma dans une moindre occasion dès lors que nous nous connaissons. Et je connaissais leur typologie, je connais leur psychiatrie, leur psychosomatie, je connais leur capacité et leur incapacité. Je connais qu'avec ces gens-là, eh bien, nous sommes loin du compte. C'est un retour, un combat vers le parti unique, vers la même standardisation, l'uniformisation de la pensée. Et il n'y a aucun progrès démocratique. Il n'y a pas de protection des acquis, pas de protection des libertés, garantie des droits. Et là, nous sommes de plein pied vers
la période la période post-démocratique. Là, nous sortons même des années 1960, où nous avons eu des vagues de décolonisation pour retourner vers les années 1958 avec le référendum. Donc le Gabon est en train de régresser et nous allons tout droit vers des lendemains désenchantants. Mais dans tous les cas, pour tous ceux qui veulent espérer, contre toute espérance, comme le disait Alain Kloye-Binze, eh bien, c'est tant mieux pour vous. Mais moi, je pense, comme le disait mon père Omar Bongo Niba, que celui qui vit d'espoir ou d'espérance sans lendemain finira par mourir de faim. Ceux-là qui hier se réjouissaient de David Berkouman, lorsque j'ai perdu les 5 maisons de mon père, plus une maison en étage, et que je m'étais insurgé à travers un discours de plus revanchard, un discours vindicatif à l'endroit de la première le pouvoir exécutif de notre pays. Et ces gens-là se réjouissaient jusqu'à demander au chef de l'État de procéder à mon arrestation et mon incarcération. Malheureusement pour eux, la pierre retourne vers celui qui la roule, et celui qui brise une montagne sera mordu par le serpent. Ces derniers aujourd'hui, ils n'avaient même pas su dans le projet de société de Brice Koto-Ligigema qu'il y avait bel et bien une inscription avec un bic en pointe de diamant, en saphir, en topaz, avec les 12 pierres précieuses d'Israël, où le chef de l'État parlait du désenclavement des quartiers populaires. Le désenclavement des quartiers populaires, avec la problématique des bassins versants, sur laquelle je m'étais longuement débattu à Gabon 24, avec plusieurs experts dans ce domaine, plusieurs ministres de l'Intérieur, et qu'à Dieu ne plaise. Aujourd'hui, j'ai mon contrat rompu avec Gabon 24, toujours dans le même cadre de la manipulation, parce que les gens voudraient me faire taire, voudraient m'asphyxier, voudraient que David Berkouman puisse sombrer dans l'alcoolisme, sombrer dans la misère, la pauvreté, mais vous n'arriverez pas à m'infléchir, parce que je suis un fils de guerrier, de la tribu de Mberakouma, de la tribu et de l'aigle royal de la révolution du concurrent Wandji. Donc vous pouvez faire toutes vos manigances, toutes vos manipulations pour pouvoir m'asphyxier. Eh bien, votre objectif ne sera jamais atteint. Votre objectif ne sera jamais atteint. Parce que j'ai développé en moi des armes de survie, même dans les déserts le plus dévastateurs. Moi, David Berkouman, j'arriverai à me tirer d'affaire. Donc, vous le vouliez ou pas, tout ce que vous êtes en train de faire, je vous le dis, cela ne profitera nullement à la plus haute autorité. Mais bien au contraire, vous êtes en train d'exposer Brice Koto-Ligigema à la raillerie, à la moquerie, à travers tous ces déguerpissements sauvages, à travers tous ces déguerpissements primitifs où on ne tient pas compte justement des droits humains. On n'arrive pas à protéger, préserver la dignité des personnes. Et ces gens-là sont des électeurs du moment. Dans 2 mois, dans 3 mois, nous irons aux élections et je vois mal toutes ces personnes déguerpies avec de la plus pire manière accorder leur violon dans le cadre de soutien justement des potentiels candidats de Brice Koto-Ligigema. Et qui plus est, des candidats pérégistes, des pérégistes revanchards, vindicatifs, des pérégistes et qui s'accrochent à leurs privilèges, qui refusent d'arriver à une véritable autonomisation de la classe politique de notre pays, qui refusent d'arriver à un rajeunissement progressif de cette classe politique parce que les nantis sont là, ils s'accrochent. Ces capitalistes sauvages et industriels qui veulent se maintenir là à tout prix. Et ils sont prêts à tout. À tous les compromis, à toutes les compromissions. Et c'est pourquoi vous les voyez, très facilement, ils arrivent à changer de bord. Ils arrivent à démissionner, ils quittent d'un parti, ils sautent sur une autre branche, ils se retrouvent ailleurs. Mais vous voyez bien que les rois Téké, les extrémistes Téké, vous les verrez le 5 s'ils vont adhérer au parti de Brice Koto-Ligigema. Vous les verrez, certains qui sont au PDG. On verra si Jeannot Calimard va adhérer justement au parti de Brice Koto-Ligigema. Et vous verrez si les autres membres de la fratrie d'Idriss Ngari, ses héritiers légitimes, légataires et collatéraux vont adhérer au parti de Brice Koto-Ligigema. Vous verrez si Alexandre Barreau-Chambré, avec sa trouvaille, avec sa troupaille, et s'ils vont adhérer au parti de Brice Koto-Ligigema. Gervais Onyan, encore pire, lui qui parle déjà d'une adhésion de 22 000 personnes. Mais il serait souhaitable que ces 22 000 personnes aillent remplir les rangs justement du parti politique de Brice Koto-Ligigema qui est en création pour confirmer son ancrage, confirmer sa loyauté, sa fidélité, son partage. Ou bien pour l'être Messambo de l'Union nationale, elle prendrait son aile, une aile de l'Union nationale pour aller adhérer chez Brice Koto-Ligigema qui l'a donné cette occasion d'être président du Sénat. Encore pire, Zakari Mibuto, avec certainement une autre aile de l'Union nationale, une aile un peu moins dure. Donc, vous verrez, toutes ces formations politiques ne vont pas adhérer au parti de Brice Koto-Ligigema.
Et on va continuer comme ça. Parce que ces partis politiques sont des instruments pour eux de chantage. Ce sont des instruments pour eux d'appui de la conquête du pouvoir. Et ces gens-là ne renonceront jamais à leurs ambitions. Ils ne renonceront jamais à leurs ambitions. Et c'est pourquoi vous avez vu mon très cher grand-père, ce gérontocrate politique qui a pratiquement tout obtenu dans sa vie. 19 ans président de l'Assemblée nationale. Il arrive à vouloir encore une fois de plus se rejeter l'activité politique économique sur notre pays. À travers la recherche de 12 000 signatures auprès justement de sa famille, ses copains, ses coquins, ses consanguins, sa fratrie, ses frères et soeurs et autres, dont il impose une adhésion sans condition à l'intérieur de son parti politique, comme si ces gens-là étaient de moutons de panuche et qu'eux également n'avaient pas d'autres ambitions. Hein? Parce que quoi? Il ne voudrait pas que les membres de sa famille puissent aller adhérer au parti des briscoteurs, les Guigaba. Il leur impose le dictat. Hein? Parce qu'ils doivent adhérer auprès du parti de Guinzo Bandama, au Mokombo, ce manipulateur de conscience, celui-là dont on a pu retrouver à l'intérieur de ses valises avec près de 3 milliards de francs CFA, se baladant entre le Congo et le Gabon. Voilà! Une seule personne qui se balade avec 3 000 millions à l'intérieur des valises. Et c'est ça la République gabonaise. Au moment où avec 1 milliard, il était capable de construire des cités à Kulamotu, investir dans le développement, et créer des dispensaires, des centres de formation comme Blaise Louembe, et créer justement des établissements, même privés, pour pouvoir scolariser les populations, donner ces populations l'eau potable. Et non, Guido Bandama, eh bien, son argent était terré dans les paradis fiscaux du côté du Congo. Et ces 3 milliards-là, Dieu seul sait là où se trouve cet argent. Ali Bongo à l'époque disait que l'argent est parti au trésor, mais tout le monde sait que c'est de l'argent qui a déjà été mangé par le Pété Nodine et les autres, Yanougoulou et qu'on passe. Donc, Gizubandama continue à pleurer ces 3 milliards. 3 milliards, je ne sais pas, c'est quel genre d'économie un Gabonais peut faire pour arriver à obtenir une telle faramineuse somme d'argent. Mais lorsque vous êtes président d'une institution comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, eh bien, 3 milliards, c'est un menu fretin pour vous. Vous pourriez l'obtenir dans l'achat de véhicules, vous pourriez l'obtenir dans des marchés de gré à gré. Aujourd'hui, on ne parle de près de 90% de passage des marchés à gré, sans aucune concurrence, violente ici, même la loi sur le code des marchés. Et nous sommes au Gabon comme ça. Nous sommes au Gabon comme ça. Donc, les riches vont s'enrichissant et les pauvres vont davantage s'appauvrir. Ceux-là qui avaient les maisons hier, comme la ville Brakouma, se retrouvent à la Belle Étoile. Moi, je me retrouve au moins en train de louer une petite chambrette dans une circonscription administrative et tout. Mais moi, j'arrive quand même à dormir. J'arrive quand même à dormir. J'ai au moins mes 4 ventilateurs, plus 2 climatiseurs, un au salon et à la chambre. Donc, j'arrive à vivre. Un minimum de confort. J'arrive à vivre. Mais il y a des gens qui ont tout perdu. Il y en a qui dorment à la Belle Étoile, d'autres dorment chez le cousin, d'autres qui ont perdu même les unités productives. Alors qu'avec une opération pensée, conçue, avec une bonne identification de protagonistes, on aurait même pu obtenir la faveur, la grâce des briscoteurs, de pouvoir financer les activités de toutes ces femmes qui vendaient leurs poissons brisés. On aurait pu envisager de leur donner chacune une somme de 300 000 francs avec le congélateur de campagne dont ils ont donné une fois de plus à leur famille pour aider ces femmes-là de ne pas se décourager, de pouvoir se reconstruire. Mais tout ce qu'ils savent, c'est détruire les vies. Et ils saccagent les vies, sans aucune possibilité de pouvoir reconstruire ces vies-là. Mais ils ont le pouvoir de reconstruire tout un État à travers des bâtiments administratifs. Certainement, ce sont des animaux qui vont vivre dans ces bâtiments administratifs, leur cité de diplomates et autres, alors que la diplomatie gabonaise reste au bord du gouffre, et toujours au stade embryonnaire, au stade analytique. Cette diplomatie qui devait être un levier, un accélérateur de croissance économique de notre pays, eh bien, elle est à rebours chemin. La diplomatie gabonaise, c'est une diplomatie de simple apparat, une diplomatie d'accompagnement, une diplomatie de prestige, mais il n'y a aucun niveau de profitabilité, aucun rendement, aucun profit, il n'y a rien. C'est la manipulation. Et les diplomates gabonais sont comme ça. Dans la sous-région, ils sont la risée, ils deviennent la moquerie. Or, à l'époque, la diplomatie gabonaise, à l'époque d'Ali Bongo, les Gabonais étaient respectés. Et vous arrivez à l'heure actuelle chez nos ministères des Affaires étrangères, ça fait plus de 3 ans, nous, on n'a pas les primes de servitude diplomatique. Nous vivons dans des conditions les plus lamentables. Même les diplomates, les pays les moins avancés de l'humanité,
PMA. Les diplomates des PTT, pays pauvres, très endettés, ils arrivent à vivre un meilleur confort que nous. Moi, j'allais représenter l'ambassadeur du Gabon, représenter l'État à la mort du président Atamilis en taxi. En taxi, je vous dis bien en taxi. Pendant que les autres représentations diplomatiques étaient en Mercedes, en limousine, même les pays les plus pauvres étaient mieux nantis. Et l'actuel président du Ghana me dit, oh, petit diplomate gabonais, ça va? J'ai dit oui, mais ça va, monsieur le président. Et Ali Bongo Niba, j'ai dit non, Ali Bongo Niba va bien, monsieur le président. Ah, mais toi, c'est petit diplomate. J'ai dit oui, monsieur le président. Ah, Gabon, Gabon. L'actuel président du Ghana, maman. L'actuel, j'ai dit bien l'actuel président du Ghana, maman. Il m'a reçu 2 fois au palais de congrès. Voilà, un représentant du Gabon en taxi. Et si je vous raconte toutes les aventures ou mes aventures des diplomates gabonais dans les pays extérieurs, vous allez tomber de nu. Lorsqu'on t'envoie diplomate dans un pays comme le Japon, le Canada ou les États-Unis ou bien la France, mon ami, il faut réfléchir. Parce que le taux de change ne te permettra même pas d'avoir même une ménagère. Tu vas vivre comme un cas social. Tu vivras comme les smicards de France. Tu vivras comme un misérable. C'est 15 000 un kilo de viande au Japon. 15 000 francs. Et quand tu arrives là-bas, tu as un salaire précaire. Si tu vas là en diplomatie, allez-y dans le cadre du trésor. Hein? Tu es chef de service de la pairie, ou bien tu es chef, voilà, tu es payeur dans n'importe quelle ambassade. Tu es sûr d'avoir gagné ta vie. Parce que c'est les agents du trésor qui vivent aisément à l'étranger. Avec à l'époque ceux du Conseil gabonais des chargeurs, plus les forces de défense et de sécurité, le conseil militaire. Mais en diplomatie, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Hein, vous allez tout simplement vous balader là-bas avec de gros costumes qui ne servent à rien. Vous êtes dans les conférences, baladez par-ci, par-là, alors qu'il n'y a rien. Les poches sont vides. Et après, vous rentrez au Gabon comme un malheureux, comme un misérable. C'est pourquoi tous les diplomates gabonais, hein, à la fin de leur carrière, eh bien, c'est le regret. Ce sont les cris de pleurs et les lamentations. C'est pourquoi lorsque le chef de l'État m'a reçu et qui m'a dit, tu repars en diplomatie, j'ai dit, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, je vous en prie, laissez-moi là au Gabon. Hein, laissez-moi souffrir au Gabon. Hein, ne faites pas, hein, ne m'envoyez pas ailleurs. Parce que j'ai été, dans ma jeunesse, la diplomatie gabonaise est au bord du gouffre. Elle est au bord du gouffre. Une diplomatie qui ne soit même pas capable, justement, de trouver des solutions aux problèmes de leurs compatriotes. Et vous avez vu votre frère Ango, dont les autorités sénégalaises ont spolié près de 450 voire 500 à 600 millions de francs CFA pour avoir tenté de mettre en place une ferme là-bas qui était créatrice d'emplois des Sénégalais, où il arrivait à occuper le marché sénégalais en termes de distribution des poux de chair et autres produits dérivés. Et depuis là, il n'y a aucune solution. Là, notre ministre qui parlait de régler cette question-là par des voies diplomatiques, jusqu'à présent, n'a trouvé aucune solution au problème de M. Ango. Et là, ils nous ont encore projeté un autre projet futuriste. En 2024, eh bien, il n'y aura plus l'importation de poulets de chair et certainement qu'ils vont faire des milliers de fermes au Gabon. Alors que le pauvre Hervé Patrick Kopianga, qui avait déjà une avancée significative dans ce sens-là, eh bien, Dieu seul le sait, est-ce qu'il est en cavale, est-ce qu'il est rentré au pays? Eh bien, la question reste posée. Et c'est plusieurs emplois comme ça qui ont été brisés. Le rêve d'HPO brisé par la méchanceté d'un certain nombre d'hommes et de femmes de notre pays. Mais dans tous les cas, la Bible dit qu'il vaut mieux vivre à l'angle du toit d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison sur du roc. Mais la femme insensée renverse le toit de sa maison. Et nous nous retrouvons comme ça dans plusieurs de nos foyers avec des vies gâchées à cause des femmes manquant toute sagesse, manquant toute humanité, des femmes dont on peut manipuler facilement pour pouvoir détruire les carrières de leurs époux, du père de leurs enfants, et à la fin, elles-mêmes se retrouvaient comme ça complètement dénudées de tout, avec des passés de plus obscurantistes, et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, ce sont les regrets, et c'est tout à fait dommage et regrettable. Donc, allez-y dire à Ali Bongo Neba, avec son épouse, Sylvia Bongo et Nodine Bongo, que quelles que soient les accusations dont Brice Koteur Ligingema va être victime, quelles que soient ces charges-là,
puisque Théo Nguema ne fera jamais la prison. Ce sont des accusations qui ne prospéreront jamais. Certainement, elles vont prospérer pour ses plus proches collaborateurs et qui seront engagés également dans la procédure parce que j'en sais quelque chose. Mais si c'est Brice Théo Nguema, c'est un président en fonction, il juge des immunités pénales et juridictionnelles. Il n'y a rien qu'on puisse faire à son encontre. Mais le danger, c'est que Nourdine Bongo puisse délier sa langue avec sa mère. Parce que lorsque ces gens-là vont parler de la question de l'argent, vont parler de la question justement de leur exfiltration, quels sont les accords, lorsque tout cela va être révélé auprès du public. C'est en cela que cela va constituer une véritable bombe à fragmentation, une bombe à béton. Et c'est pourquoi je l'avais dit à l'époque à Brice Théo Nguema, de faire attention à l'exfiltration de ces personnes. Parce qu'elles vont devenir de plus en plus nuisibles en étant à l'extérieur que lorsqu'elles étaient à l'intérieur de notre pays. Et là, je vous le dis, c'est le début des actes de la déstabilisation de notre pays. C'est un début des actes de complotistes de notre pays. Et tout le long du mandat de Brice Théo Nguema sera jalonné par des révélations qui vont créer un espace assez conflictuel dans notre pays. Et c'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de la recherche d'une démocratie apaisée. Une démocratie apaisée, une démocratie conviviale, comme le préconisait le père Paul Babesson, à travers la paix des braves, à travers le refus d'une politique d'affrontement et de confrontation directe. Or, vous avez certains courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, ceux-là qui soutiennent de manière abjecte sauvage les jusqu'au boutistes de Brice Théo Nguema et qui recherchent l'affrontement et la confrontation alors qu'ils n'ont pas le cardio. Même des simples politiques de défense, ils n'ont pas. Des politiques de riposte, il n'y a rien. Et ils attendent des semaines et des semaines pour organiser la riposte. Il n'y a aucune veille. Il n'y a rien. Il n'y a pas de riposte spontanée. Et pendant qu'ils ripostent, après 2 semaines, il y a un autre sujet qui sort et notre jeune frère porte-parole va se retrouver comme ça. En train de tenter justement de colmater les brèches, en train de tenter d'éteindre le feu par-ci, par-là, mais c'est une politique qui ne payera pas. Brice Théo Nguema sera seul face à son destin. Je dis bien, il sera seul face à son destin. Tous ceux qui sont autour de Brice Théo Nguema sont les anciens amis d'Ali Bongo. Ce sont les anciens amis de la famille Bongo. Et nombreux leur doivent les sorts vers leur prospérité. Et ces gens-là sont des caméléons. Ils sont là, ils attendent la moindre occasion. Et c'est pourquoi on dit à Brice Théo Nguema de ne pas totalement détruire son capital d'éligibilité. Parce que c'est le peuple qui va être ton dernier rempart. C'est le peuple qui sera ton dernier soutien, ton dernier protecteur. Lorsque les éléments déchaînés vont partir de l'Orient, de l'Occident, des 4 points cardinaux, mon frère, tu diras, ah, si j'avais écouté David Bakoma. Parce que tu crois être entouré par des amis, tu n'as rien, il n'y a personne là. Que ce soit tous ces généraux que vous voyez là, tous ces colonels, tous ces chefs d'état-major et autres, sans compter tous ces politiciens de bas quartiers, des faubourgs, des quartiers IP, des glaces, Toulon et autres, Sotanzala, Mayumba et autres, ces gens-là ne sont pas dans votre vision. Pour eux, vous leur avez arraché leur bout de pain. Pour eux, vous avez retardé leurs ambitions de conquête du pouvoir, même malgré les postes de responsabilité que vous leur avez permis d'acquérir, des postes qu'ils n'ont pas pu obtenir par des voies démocratiques, ils les ont obtenus par les décrets. Mais ces gens-là sont de total insatisfaits. Et c'est pourquoi Martin Luther King disait que créer des besoins illimités et s'employer les satisfaire n'est qu'aux poursuites du vent. Et ces gens-là vont poursuivre des illusions partout. Oh, le Gabon en 2029, le Gabon en 2030. Mais c'est quand même incroyable. Ils ne parlent pas du Gabon de la réalité, le Gabon de 2025, le Gabon présent. Le Gabon présent ne les intéresse pas. Ils sont déjà dans le nuage. Le Gabon de 2024.
avec un boulevard triomphal de la transition, avec tous les gratte-ciel, avec tous les commerces, avec tous les bâtiments. Et lorsque tu vois leur pseudo-soutien vanter les mérites d'une illusion fantasmagorique, un rêve vraiment à peine réalisable. Parce qu'ils n'ont même pas évalué le coût de ce projet. Ils n'ont même pas fait une étude d'impact environnemental de ce projet, un impact sociologique de ce projet, un impact géostratégique et politique de ce projet, un impact social zéro, un impact sanitaire de ce... Il n'y a rien. Or, s'ils avaient fait toutes ces études, l'identification même des personnes impactées par le projet, zéro. C'est une véritable machination. C'est le pilotage à vue, même pas un pilotage à instrument. C'est le pilotage à vue. Et tout ça, c'est Brice Côté Oligui-Nguema qui va payer le prix fort. Puisqu'il continue à dire que c'est lui le responsable de tout, parce qu'il est président, il est chef de l'État, il est en même temps chef de gouvernement. Mais si vous êtes responsable de tout et que vous déniez toute responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait personnel, mais c'est que vous devez accepter les critiques. Parce que vous ne pouvez pas être le garant des institutions, donc au-dessus de tout le monde, et en même temps être le premier ministre chef du gouvernement et refuser que vous soyez critiqué. Et sortir des lois où on menace les gens d'emprisonnement parce qu'ils auraient, comment dire, ils auraient critiqué votre gestion, ce n'est pas possible. Si vous êtes premier ministre, on va critiquer votre gestion. On va la critiquer. Si vous faites bien, moi, David Biakouma, je dirais, monsieur le président, mes sincères encouragements, mes félicitations. Mais si vous faites mal, je vous le dis, je vous le dirai que ce que vous faites là est mal. Quoi que cela puisse me coûter. Pour le moment, votre politique en matière de déguerpissement, en matière de logement et de délogement, c'est une politique macabre. Une politique avec un impact très négatif sur les populations. Et c'est une politique dont les populations ne ressentent que le rejet, le dégoût et la désapprobation. Et moi en premier. Parce que cette politique aurait pu être mieux conçue, mieux structurée, mieux adaptée. Un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. On n'arrive pas à réorganiser notre espace communautaire. On n'arrive pas à urbaniser notre espace, mais on trouve des alibis savantes pour pouvoir exploiter l'incrédulité spéculative des populations. Oh, on vous casse, vous n'avez pas de titre foncier. N'importe quoi, le titre foncier. Le titre foncier. On vous casse, on vous exproprie, on dit pour une cause d'utilité publique. Quelle utilité publique? Quelle utilité publique? Quelle utilité publique? On vous casse et on vous dit c'est l'État qui est propriétaire de tout. Quel État? L'État est propriétaire de quoi? Un État fictif, un État qui est sans aucune existence. Un être qui n'est même pas physique. Un être charnel, un être qui n'a pas d'existence, pas de contenu. Un État. L'État c'est quoi?